Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour en savoir plus, au moins à l'introduction, pour comprendre ce que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net. En tout cas, c'est en ligne avec l'humanité, le concept d'humanité et son orientation, sa finalité. Pour développer ma théorie, je m'appuie sur des ouvrages que je rencontre au hasard. Par exemple, là, cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Donc cet ouvrage, il l'a publié en 1991, à l'époque où le mur de Berlin avait été tombé. Gorbatchev avait pris le pouvoir en Union soviétique. L'Union soviétique allait exploser et rendre la liberté à tous les États qui la composaient. Euh, à cette époque-là, il y avait donc, ça avait été la victoire du capitalisme sur le communisme, en somme, hein, symboliquement. Et le capitalisme, à partir de là, de ces années 90 jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'il est rentré dans un état de toute puissance. Il est devenu le leader. C'était la pensée libérale est devenue toute puissante. C'est ce qui a donné le néolibéralisme. Et avec les États-Unis qui, parce qu'ils avaient vaincu l'URSS, devenaient les leaders de cette mondialisation. Pendant 30 ans, pratiquement incontesté, on va dire, un peu moins de 30 ans. Euh, et en fait, ils sont tombés dans ce qui est naturel, hein, dans un système qui n'a pas de garde-fou, qui n'a pas de contradicteurs, d'opposants. En somme, ils rentrent dans un état de toute puissance. C'est ce qui s'est passé avec ce néolibéralisme, qui a conduit une mondialisation ultra-libérale, on pourrait dire. Même si il a essayé de se maîtriser quand même le maximum. Mais en tout cas, c'est ça. Et puis, progressivement, les Chinois, en très peu de temps, ont pris une expansion énorme. Les Russes, après avoir été pillés par l'Occident, il faut le dire, pendant la période Eltsine, ont fait appel à un gouvernement autoritaire, un peu autoritaire et disons patriotique, on pourrait dire, et qui a, pareil, développé la Russie sur un autre modèle voilà, qui se sont retrouvés à contester ces pays émergents et puis les nouvelles organisations au sein des BRICS, etc., à contester l'hégémonie des États-Unis et de leurs alliés, c'est-à-dire l'Occident, on pourrait dire. L'OTAN d'un côté, etc. Et puis les alliés sur la planète, l'Australie, le Japon, etc., etc. Voilà. Et donc, on se retrouve avec la reformation de pratiquement deux blocs. Là, on ne sait pas si ça va évoluer dans le sens d'une nouvelle confrontation pour continuer l'évolution vers l'unité, vers l'universalité. Est-ce que l'humanité va recomposer deux blocs, les blocs qui seront rangés derrière les BRICS, hein, c'est une grande partie des pays africains, et puis un bloc qui serait rangé derrière l'Occident. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est la fin des hostilités et le choix par l'Occident de céder de, de, de partir sur un partage du leadership, un partage mondial, et de céder le pouvoir à l'instance supérieure, l'instance qui est dédiée à gérer l'ensemble des conflits sur la planète, l'ONU, et donc d'accorder à l'ONU la toute-puissance. Et
Voilà. Et donc, en finir, passer du côté de la paix. Je doute que les faucons américains acceptent cette vision, mais ils y seront peut-être contraints, c'est possible. Et peut-être qu'ils vont remporter leur lutte contre les pays émergents, contre leurs opposants, et ils vont continuer à rester dans la domination pendant encore quelques décennies jusqu'à ce qu'ils soient finalement renversés. On ne sait pas pour l'instant. Le sort de ce qu'il se passe en Ukraine, à mon sens, marquera la logique de ce qui va se passer. Donc je continue, je lis et je découvre en même temps ce texte. Voilà. Alors, on en était à la possibilité, le souci de donner, on va repartir de là, toutes ces chances à cet humanisme dans son affrontement de la modernité. Alors, c'était l'idée d'aller vers un gouvernement mondial, en fait. Est-ce que les nations allaient pouvoir lâcher prise et accepter ça? Donc, toutes ces chances à cet humanisme dans son affrontement de la modernité conduit à imaginer le développement des instances de réflexion d'ordre éthique composées de scientifiques, de philosophes, de sociologues, de juristes, de représentants des régions, et donc la consultation devrait être obligatoire pour les organes politiques et techniques. C'était une évolution, on pourrait dire, régionale, ou plutôt, comment on dit, c'est fédérale, une solution fédérale mondiale, au lieu que ça soit les nations, que ça soit que la gouvernance mondiale soit gérée de façon comme une fédération des États. Diversification structurelle inévitable dès lors qu'il s'agit non de rendre le monde unitaire et uniforme, mais d'en épouser une complexité qui met en lumière l'altération relative du monopole de l'État dans le règlement des affaires du monde. Voilà, il faut passer par-dessus les États. Quoi qu'il arrive, on est voué à ça, parce que par exemple au niveau écologique, les États n'ont quasiment plus leur mot à dire. Si un État, par exemple, si la France voulait raser toutes ses forêts, le monde le lui interdirait. Voilà, on est dans un système qui commence à être absolument interdépendant. Donc, il est question de passer au-dessus des États, mais de façon la plus douce possible pour soulever le moins de vagues possible. C'est ça la question. Son doublage dans l'ordre économique par les multinationales et l'ampleur des réseaux transnationaux incite à penser que cette formation, longtemps considérée comme définitive, pourrait, dans les âges futurs, céder la première place à d'autres structures de pouvoir. Voilà, des structures plus universelles. Mais la mondialisation qui a suivi, justement après les années 90, donc en 91, quand René Jean Dupuy publie cet ouvrage, il ne savait pas qu'allait se passer justement cette mondialisation. Et on voit bien que maintenant, des systèmes transnationaux, il y en a de plus en plus. Et des choses qui passent au niveau du patrimoine mondial, donc du patrimoine commun, il y en a de plus en plus. Et on va vers le fait que l'ensemble des choses seront patrimoine commun. C'est naturel, c'est quelque chose qui est destiné à aller vers cela. Par exemple, d'ailleurs, je pense à quelque chose, les êtres humains. Les hommes, eh bien, je pense qu'ils feront partie à un certain moment du patrimoine intouchable de l'humanité. C'est-à-dire que les nations n'auront pas le droit de maltraiter leur peuple, des populations, puisqu'ils appartiennent à l'humanité. Et ça, à mon avis, c'est la suite logique de notre évolution. Alors,
Pour autant, la violence ne serait pas instantanément évacuée. Elle sévissait avant la naissance des États, elle pourrait survivre à leur disparition. C'est pas sûr. Voilà, justement, tout est une question de. Alors, la violence sera dépassée. L'homme, loup pour l'homme, sera dépassé. Un jour, l'humanité, dans son évolution, fera que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Que la violence d'un État sur ses concitoyens sera totalement sera un crime contre l'humanité. Voilà, etc. On passera tout ça à ce niveau-là. Donc la violence, elle est destinée à disparaître. Et la violence d'un État sur un autre sera interdite par l'ONU. L'ONU, qui aura pris le pouvoir, empêchera tout esprit belliqueux entre deux nations, par exemple, si les nations continuent à rester là. Donc seul le traitement des affaires susceptibles de dégénérer en lutte armée peut en réduire le risque. L'établissement des départements ministériels déjà évoqués, agissant avec des pouvoirs effectifs dans les domaines économiques et sociaux, pourrait déconnecter certaines tensions en réduisant les asymétries belligènes. Sans doute l'imagination qui, pour se représenter l'inconnu, emprunte volontiers au connu, balance-t-elle entre le désir d'un désarmement total et l'idée d'une diffusion d'armes imparables et peu coûteuses, déjà en possession de certains pays du Sud, mettrait la dissuasion à la portée de tous. Sauf que pour la paix, il y a deux solutions. Le désarmement et donc l'accession d'un organisme mondial juste, absolument, qui aime tous ses enfants, toutes ces nations de la même manière et qui soit absolument équitable, pas équitable, mais égalitariste et totalement juste. Ça, c'est une solution. Et puis, évidemment, il y a la solution qu'on retrouve en Ukraine, par exemple, entre l'OTAN d'un côté qui est surarmée et les Russes qui sont surarmés. Donc, en principe, ça doit éviter une déflagration mondiale qui raserait l'humanité. Mais bon, on reste sur cette épée de Damoclès. Donc, je pense qu'à un certain moment, l'humanité accédera à un niveau de sagesse suffisant pour dire c'est bon, on confie le pouvoir à l'ONU et à un ONU absolument juste et bienveillant. Et voilà, et puis on arrête l'évolution par antagonisme et par la guerre et on travaille ensemble à l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Donc, ainsi le mythe d'une non-guerre par la démocratisation de la terreur offre-t-il un substitut dégradé au rêve de paix perpétuelle? Bien sûr, on ne peut écarter la question première. Est-il pensable d'étouffer la volonté de puissance? Point d'interrogation. Bien sûr que c'est pensable. La volonté de puissance, c'est un moment dans l'évolution de l'humanité. C'est destiné à être dépassé. Ne tourmentera-t-elle pas toujours les intérêts, les cultures et cet instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire que dénonçait Camus? Bien sûr qu'on le dépassera, cet instinct de mort. La psychologie, dans 2, 3, 4, 5, 10 décennies, admettons, dans un siècle, ou peut-être davantage, chaque école aura un psy à côté d'un instituteur ou d'un. Voilà. Et donc détectera toutes les souffrances qui sont à l'origine du mal-être et de la capacité à maltraiter ses petits camarades, à torturer ou à. Voilà, tout ce qui passe à l'as et qui fait que aujourd'hui on se retrouve avec des dirigeants qui sont totalement narcissiques, qui n'ont pas développé d'empathie, qui peuvent, comme
Je me souviens plus comment elle s'appelait, Albright, une chef d'État des États-Unis, qui, quand on lui dit il y a eu 500 000 enfants qui sont morts, ou je ne sais plus combien, en Irak, elle dit mais bon, c'est comme ça, c'est la guerre. Voilà, donc c'est juste un défaut total d'empathie. C'est tout. Et ça, cette éducation à l'empathie, ben, la Norvège commence à le pratiquer, les pays scandinaves commencent à prendre conscience de ça, et ça va être complètement répandu. Donc, l'empathie, avec l'empathie, on ne peut plus le faire. À partir du moment où on est éduqué, où on a développé son sentiment d'empathie, on ne peut pas voir souffrir quelqu'un sans en avoir les mêmes sensations. Donc, voilà, par exemple, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'éducation, il y a etc., la surveillance des êtres humains. Et puis, on pourra mettre le barrage à des gouvernants qui sont sans foi ni loi, quoi, qui peuvent aller bombarder un pays juste pour des questions stratégiques, sans, voilà, avec tout ça, ça sera dépassé. Ça sera, il suffirait simplement qu'ils soient considérés comme des criminels de guerre pour que ça s'arrête. Si les tribunaux actuels allaient juger les puissants, ceux qui sont du côté du pouvoir, parce que la justice, tant qu'on est du côté du pouvoir, c'est la justice des gagnants, quoi. Hein. Mais si on avait un système juridique mondial qui soit apte à aller chercher les anciens dirigeants pour leur demander des comptes, ça serait réglé l'histoire. Hein. Il suffirait qu'il y ait une dizaine de condamnations pour que les autres n'osent plus jamais aller dans ce sens-là. Faute de pouvoir l'espérer, le seul recours demeure celui de l'intelligence qui découvre la signification de l'humanité et la nécessité de ne pas ajouter encore à sa vulnérabilité celle de l'esprit qui permet, face au plus grand péril, de se saisir en elle. Voilà. La signification, c'est ça. C'est évidemment que c'est prendre conscience du sens de l'humanité. On commence de plus en plus, on a cette vision d'être universelle. Ça, elle est en train de monter, cette vision. Et en plus, je pense que la prise de conscience de notre sens, de notre destinée, de notre mission, en somme, cachée, inapparente, est pas loin de nous. Devant nous, je pense que dans quelques décennies, on aura pris conscience de notre sens et de notre mission. Et donc, il en sera fini, alors, à ce moment-là, puisque notre mission, la mission de l'humanité, pas la mission d'un groupe humain, pas la mission des Américains au sein ou des Occidentaux au sein de l'humanité, c'est la mission de l'humanité dans son ensemble. Ça sera pris en compte dans pas longtemps, à mon sens. Et grâce à l'énergie inouïe des pays émergents, des jeunes Africains, des jeunes, euh, des jeunes, euh, des jeunes, enfin bref, des jeunes de tous les pays. Voilà, il y a une énergie, une telle énergie pour aller vers la justice que l'Occident ne pourra pas persister dans cette voie de domination. Ce qui exige des voix alertantes. Certes, on n'institue pas le prophète. Rien ne doit altérer la liberté du cri, mais on peut poster des guetteurs. C'est parce qu'il est censé parler au nom de l'humanité que l'idée d'une comité que l'idée d'un comité de sages revient souvent dans les suggestions. Voilà, mais un véritable comité des sages de tous les peuples premiers, ça serait eux qui devraient prendre qui devraient être autour des Nations Unies.
un comité des sages aborigènes, africains, etc., océaniens, etc., chinois, voilà, de ces sages-là qui puissent dire, bon, non, on devrait aller vers quelque chose comme ça. Il n'est pas dit qu'on n'y arrive pas d'ailleurs. Euh, Lorsque le destin semble hésiter entre la guerre déjà prête et une paix devenue aussi fragile que la flamme d'une chandelle sur laquelle le monde retient son souffle, alors que les seules voix entendues en appellent aux armes. Et effectivement, c'est ce que nous sommes, 30 ans après cet ouvrage-là, en train de constater encore sur ce continent que l'on appelle le vieux continent, et qui n'est pas le plus vieux, parce que le vieux continent, c'est le continent de la sagesse, justement. C'est les continents comme... voilà, c'est les peuples dits premiers qui sont les vieux continents. Alors, et les plus importants. Voilà, alors on passera sur sur ça, mais pas aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Merci.